Nous travaillons ensemble sur l'histoire de l'enseignement des mathématiques sur le 19e et le 20e siècle. Renaud d'Enfer étant plus spécialisé sur le primaire, moi plus spécialisé sur le secondaire. Et donc on va mener notre discours sur le 19e et le 20e siècle en prenant chacun la parole à un moment. Et je voudrais commencer par préciser d'où nous parlons. Nous ne sommes pas militants pédagogiques. C'est non pas que la question ne nous intéresse pas, mais d'abord on ne nous a pas invités en tant que ça. Nous sommes historiens de l'enseignement et en grande partie, en tout cas pour moi exclusivement et pour Renaud d'Enfer en grande partie, notre travail se fonde plus sur l'analyse, l'étude des textes prescriptifs, des discours d'association, que sur la réalité du terrain. Donc ça c'est une première chose, mais qui a une conséquence, c'est que on vous demande de ne pas nous confondre avec les acteurs dont nous analysons et dont nous présentons les discours et les analyses. Parce qu'il y a un certain nombre de ces analyses qui, aujourd'hui, décollent réellement par rapport à la façon dont on pourrait penser les choses. Donc ça, c'est une première précision. Alors la conséquence, c'est que nous allons vous parler d'histoire. Et en ce qui me concerne, je vais vous parler, donc pour la partie secondaire, et on s'expliquera sur les mots primaires et secondaires, je vais m'arrêter à une période qui pour moi est de l'histoire récente, mais pour vous c'est de la préhistoire de vos préoccupations, qui est les années 1970-1980. Dans la contribution que j'ai faite avec une collègue qui est sur le site du GRDS, on monte jusqu'aux années 2000. Cette collègue aurait pu être là à la première des séances, la première date qui était prévue, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, donc elle s'en excuse. Donc, ces préalables étant donnés, la première chose qu'on voudrait faire remarquer, avec la préoccupation qui est celle du GRDS, qui est de culture commune, déclinée au niveau de l'enseignement des mathématiques, c'est qu'au regard de l'histoire de la société française, la préoccupation d'une culture commune est relativement récente. L'histoire scolaire dans laquelle on va inscrire nos exposés, nos interventions, a été longtemps celle d'une école duale structurée en deux ordres distincts, avec des publics distincts, et donc des finalités distinctes. Vous rappeliez le lien entre finalité et culture, et donc la question ne se posait pas. Tout simplement, la question ne se posait pas. Ou pour des minorités, mais elle ne se posait pas au niveau des intentions de l'école. Et quand je dis une préoccupation relativement récente, c'est que cette école par ordre scolaire, un ordre primaire et un ordre secondaire, donc les mots dans ce qu'on va utiliser de primaire et secondaire ne vont pas avoir du tout le sens aujourd'hui. L'ordre primaire est tout un ordre et qui scolarise les enfants du début de la scolarité jusqu'à l'âge, certains autres jusqu'à l'âge de 12-15 ans, et l'ordre secondaire est un ordre qui scolarise les enfants du début de leur scolarité jusqu'au baccalauréat. Donc ce sont deux ordres parallèles, ce ne sont absolument pas des temps successifs de la formation, et c'est en ce sens-là que nous allons tous les deux utiliser jusqu'aux années 1950, la fin des années 1950, ces termes primaires et secondaires. Et c'est seulement à la fin des années 50 que va se substituer à cette école par ordre une école par degré où on commence à construire l'école qu'on peut connaître aujourd'hui et où les mots primaire, secondaire prennent un autre sens. Donc ces deux ordres dont nous allons parler, qui scolarisent la jeunesse du pays dans des systèmes donc distincts,
Pour l'ordre secondaire, c'est destiné à une élite sociale et intellectuelle étroite, des petites classes élémentaires jusqu'au baccalauréat. Et quand on dit une élite sociale et intellectuelle étroite, jusqu'à la guerre de 1914, jusqu'à la Première Guerre mondiale, cela scolarise 3% d'une classe d'âge. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ça scolarise 10-15% d'une classe d'âge. Et l'ordre primaire, lui, est destiné à la scolarisation prolongée, à la scolarisation y compris prolongée, des enfants des classes moyennes et populaires. Donc, public différent, finalité différente, et la question de la culture commune ne se pose pas sur tout le XIXe siècle et au moins jusqu'à l'entre-deux-guerres. Et ce n'est qu'à partir des réformes scolaires des débuts de la Ve République où on va avoir une même école, un même premier degré pour tous, et où on va avoir, alors écoutez bien ce qu'on va dire, parce que les mots ont leur importance, une démocratisation de l'accès au second degré pour tous, ou presque tous, démocratisation de l'accès, ne voulant pas dire démocratisation du parcours, la question de l'enseignement commun à toute une classe d'âge du pays ne se posait pas. Donc ce n'est qu'à partir de ces années-là que la question va se poser, et on va traiter dans la deuxième partie de notre exposé la façon dont cette question a été résolue de la façon la plus implicite qui soit, c'est-à-dire sans qu'il y ait discussion sur ce que devait être cette culture commune en mathématiques. Dans les autres disciplines, c'est la même chose. Et la solution qui s'est imposée est une solution qui a été consentie, mais sans réellement de discussion de la part des acteurs, quels que soient ces acteurs. Donc voilà le propos général. On avait introduit notre texte sur le texte que j'avais pu écrire du début du siècle jusqu'aux années 1950, avec un titre qui était, donc quand je dis on, c'est moi et ma collègue qui n'est pas là aujourd'hui, avec un titre qui était « À chaque ordre, sa culture », ordre primaire, ordre secondaire, à chaque ordre, ses mathématiques. C'est clair. Et je l'avais introduit par une citation de l'inspecteur du Calvados en 1835, qui essayait de répondre à qu'est-ce que doit être l'enseignement de la géométrie pour des élèves qui se trouvent en scolarisation prolongée de l'ordre primaire, pour ceux qui poursuivent la théorie, il peut être permis d'affecter de l'indifférence pour le côté pratique. Ceux qui poursuivent la théorie, ce sont ceux de l'ordre secondaire. Pour vos élèves, ceux qui ont une scolarisation prolongée dans l'ordre primaire, cette indifférence n'aurait pas d'excuse. Donc ça résume un des traits principaux de cette scolarité par ordre et de la finalité des mathématiques comme d'autres disciplines, quand, au début du XIXe siècle, en 1802, vont être créés les lycées, la vocation des lycées, la finalité des lycées est la formation des élites administratives et intellectuelles de la nation. Et donc, l'enseignement a une vocation théorique, l'enseignement a une vocation culturelle, et les lycées sont créés sur deux piliers, le latin et les mathématiques. Alors, par rapport à ce qu'il y a avant, c'est-à-dire je vais même vous entraîner avant le XIXe siècle, c'est quelque chose de radicalement nouveau dans la façon de penser la culture de cette partie
de l'élite, enfin de cette partie de la société, c'est-à-dire l'élite intellectuelle et sociale, où les mathématiques deviennent un élément de la culture au fondement des lycées. Avant, c'était une discipline de spécialisation, une discipline professionnalisante pour ceux qui allaient entrer dans les écoles, les écoles des armes savantes, et qui allaient se former à être ingénieurs dans les armes savantes. Donc le fait de construire le lycée à l'aide de ces deux piliers est quelque chose de nouveau pour les mathématiques et de fort dans la conception de ce que doit être la culture de cette élite sociale. Mais il va y avoir une contradiction assez rapidement manifeste dans ces deux piliers, qui est que les humanités classiques, avec le latin, vont prendre très rapidement, dès l'Empire, le dessus sur les mathématiques, et les mathématiques et les sciences vont être reléguées dans les classes supérieures du lycée, les toutes dernières classes du lycée. Et elles vont, dans les décennies 1820, 1830, 1840, elles vont même avoir comme nom les accessoires de mathématiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir une scolarisation pour ces élites au sein des lycées centrée sur les humanités classiques, et les mathématiques et les sciences, surtout les mathématiques, nécessaires pour entrer dans ces nouvelles écoles que sont l'école polytechnique, par exemple, fondée par la Révolution, ça va être préparé presque en dehors du lycée, dans des classes dites préparatoires, l'ancêtre du système préparatoire, et ça va être à certains moments conçu comme des accessoires. Donc le paysage pour les finalités de l'enseignement et la place des mathématiques dans la culture, pour ce qui est de l'ordre secondaire, va être celui-là. Et ce qui signifie que l'enseignement des mathématiques va faire partie, même limité, va faire partie du projet culturel et de formation de ces élites, et donc va être un enseignement totalement coupé des applications. Un enseignement formel, un enseignement théorique, un enseignement abstrait. Voilà pour le morceau ordre secondaire. Et juste peut-être avant de passer la parole à Renaud d'Enfer, les lycées sont créés donc au début du XIXe siècle dans une loi où l'Empire fonde l'université avec un U majuscule. Et à cette université qui a le monopole de l'enseignement, l'université est décrite avec, par ordre décroissant, les facultés, les lycées, toute une série d'institutions qui sont les lycées sont des lycées d'État, toute une série d'institutions qui sont des copies minimisées du lycée, comme les collèges municipaux, les institutions, les pensions, et puis en tout dernier, les écoles primaires, dont il est seulement dit qu'elles sont laissées à la charge des communes. Voilà. Bien. Donc ces écoles primaires, effectivement, où d'ailleurs un décret ou une loi de 1808 nous dit qu'on y apprendra à lire, à écrire et à compter. Je crois que dans l'histoire de l'école primaire, pour ce qui est de la question des savoirs enseignés à l'école primaire, et des mathématiques aussi en particulier, on va aussi observer une sorte d'extension au cours du XIXe siècle des savoirs enseignés à l'école primaire, et notamment des savoirs mathématiques enseignés à l'école primaire. Alors, ces écoles où on enseigne à lire, à écrire et à compter, et d'ailleurs à lire, puis à écrire, puis à compter, au début du XIXe siècle, vont connaître une forme d'institutionnalisation avec la loi Guizot de 1833, qui va poser les fondements, d'une certaine façon, de l'ordre primaire.
Avant les années 1830, l'État s'est occupé de l'enseignement secondaire, des lycées. Après la Révolution de Juillet, l'État se préoccupe de l'instruction du peuple de façon plus décidée, disons, et donc organise l'instruction primaire. Cette instruction primaire qui est organisée en 1833 comprend une instruction primaire élémentaire qui concerne grosso modo les élèves entre 7 et 11 ans, dans lesquels, pour ce qui est des mathématiques, on apprend les éléments du calcul et le système métrique. Le système métrique est en train de s'implanter en France. Son utilisation ne deviendra obligatoire qu'en 1840. Mais la loi Guizot instaure aussi un enseignement primaire supérieur. Un enseignement primaire supérieur, donc, qui est une scolarité prolongée pour les élèves du primaire, qui concerne en réalité un très petit nombre d'élèves, car laisser les élèves, pour les familles, laisser les élèves à l'école, ça représente un coût, soit un coût parce qu'il faut payer l'établissement, soit un coût aussi parce que les enfants ne travaillent pas. Et dans cet enseignement primaire supérieur était un premier lieu où on observe une extension des savoirs du primaire, et notamment des savoirs scientifiques, avec l'introduction de la géométrie et de ses applications, telles que l'arpentage, le dessin linéaire, mais aussi l'introduction des sciences physiques et d'histoire naturelle, appliquées aux usages de la vie. Appliquées aux usages de la vie indique bien la finalité pratique que doit revêtir l'enseignement primaire tel qu'il se définit dans cette première moitié du XIXe siècle. Car effectivement, si, comme l'a dit Hélène, l'enseignement secondaire se définit pour les mathématiques comme un enseignement plutôt théorique, plutôt abstrait, l'enseignement des mathématiques qui n'est pas un mot du primaire. Le mot mathématique est peu utilisé dans le primaire. On va parler de l'arithmétique, de la géométrie, des choses comme ça, de l'arpentage, mais le regroupement sous le vocable mathématique n'apparaît pas dans le texte officiel avant 1882. Ces mathématiques du primaire ne sont pas abstraites mais sont concrètes, ne sont pas théoriques mais sont pratiques et sont dirigées vers les applications. Alors, cet enseignement primaire supérieur se développe dans les années 1830 pour une classe sociale qui est en émergence, qui est ce qu'on appelle à l'époque la classe moyenne ou la classe intermédiaire. Il fait partie de ces enseignements qu'on appelle aussi intermédiaires, qui peuvent parfois se développer d'ailleurs comme une espèce d'excroissance des lycées ou des collèges communaux, qu'on va appeler des cours de français ou des cours spéciaux, qui proposent un enseignement sans latin. La caractéristique de l'enseignement primaire, c'est de proposer un enseignement sans latin, mais on voit aussi apparaître, par moments, des enseignements sans latin apparaître dans le secondaire. Alors, cet édifice primaire, et là c'est très important aussi pour la question de l'enseignement des mathématiques, se complète par l'institutionnalisation et de nombreuses créations d'écoles normales d'instituteurs qui avaient commencé à être créées avant 1830 et qui vont être créées de façon massive du fait des injonctions de la loi Guizot, où l'enseignement primaire des mathématiques va aussi se développer de façon assez importante localement. Et c'est là que vont se former, évidemment, les futurs instituteurs. Alors, cette extension de l'enseignement primaire, je dois quand même dire quelque chose, c'est que pour l'instant, on a parlé des lycées, ce sont des lycées de garçons. Je viens de parler de la loi Guizot, elle ne concerne que les écoles de garçons. Et d'ailleurs, elle impose aux communes d'entretenir une école normale d'instituteurs, mais elle ne parle pas des écoles normales d'institutrices, les départements d'entretien d'une école normale d'instituteurs, mais pas une école normale d'institutrices. Il y aura une transposition en fait de la loi Guizot par une ordonnance de 1836 avec un enseignement, disons, un peu réduit par rapport aux prescriptions de l'enseignement masculin, ce qui est un peu un classique jusqu'aux années 1880
l'enseignement féminin est un peu une espèce de réduction, et puis même après d'ailleurs pour les lycées de jeunes filles, une espèce de réduction de l'enseignement masculin, en tout cas pour ce qui est des mathématiques. Donc les filles ne font pas de géométrie par exemple. Les filles ne font pas de géométrie parce que la géométrie ne font pas d'arpentage. La géométrie, c'est la science de l'extérieur, si on peut dire. Donc on enseigne l'arithmétique aux filles, mais et la géométrie, au contraire, est importante pour les garçons, y compris l'arpentage que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment dans les écoles normales d'instituteurs, parce qu'il y a une tradition d'instituteurs arpenteurs qui est très forte au XIXe siècle. Alors, cette extension de l'enseignement mathématique que l'on observe dans le primaire et dans le primaire supérieur, donc qui est un peu l'équivalent de notre collège actuel, hein, même s'il y a moins d'années d'études, 2 ou 3 années d'études, cette extension va être mise à bas par la loi Fallou de 1850. La loi Fallou de 1850 intervient après la Révolution de 1848. Le discours étant, voilà, on a formé des instituteurs trop savants, il faut donc réduire les savoirs et on a trop instruit le peuple. Qui est devenu dangereux, etc. Absolument. Et donc, il faut réduire donc les savoirs du primaire. Si bien que toutes les matières de l'enseignement primaire supérieur deviennent des matières facultatives de l'enseignement primaire tel qu'il est défini par la loi Fallou. Et facultatif, dans l'esprit de la loi Fallou, ça veut dire, comme l'a souligné Pierre Kahn, qui a travaillé sur les sciences à l'école primaire, facultatif veut dire superflu. Et un des symboles, pour ce qui concerne les mathématiques, de cette réduction des savoirs du primaire, c'est le fait que la géométrie n'est plus inscrite aux matières de l'école primaire à partir de 1850. Et reviendra progressivement pour retrouver sa place à partir des années 1880. Et je te laisse la parole. Voilà. Donc je reprends le fil du secondaire. Parce que l'image qu'on vous a montrée là, elle est bien clivée, avec un ordre primaire, pratique, avec des mathématiques qui sont enseignées avec une vocation pratique, utilitaire, applicable, et un enseignement dans l'ordre secondaire, où vous avez des mathématiques abstraites, théoriques, coupées des applications, pour cette élite intellectuelle et administrative. Mais le problème est que l'élite sociale de la France n'a pas vocation seulement à devenir l'élite administrative. Et vous avez une partie la partie supérieure des classes moyennes, vous avez les industriels, vous avez les commerçants, pour qui cette formation totalement abstraite et coupée des applications, cette formation dominée par les humanités classiques n'est pas la bonne. N'est pas celle qui leur convient. Donc vous avez des débats devant un secondaire, un ordre secondaire qui affiche ses humanités et son côté abstrait, théorique, loin du monde, désintéressé, avec tous les guillemets qu'il faut y mettre. Les élites industrielles, techniques, économiques vont essayer de proposer des réformes et des aménagements pour ouvrir les finalités du lycée et de l'ordre secondaire, et en ouvrant à d'autres finalités, ouvrir à d'autres façons de présenter les mathématiques et les lier à leurs applications. Un de ces essais qui va aboutir va être ce qui s'appelle la réforme de la bifurcation à la moitié du XIXe siècle. Bifurcation parce que tous les enfants font une 6e, 5e, 4e commune, donc avec latin, évidemment, et bifurcation à l'issue de la 4e, avec 2 voies, une voie abstraite, théorique, pour la future élite intellectuelle, et une voie plus dirigée vers les applications, où là, l'enseignement des mathématiques qui va être prescrit
est un enseignement où on ne démontre pas ce qui est évident, où on ne va pas, où on va s'appuyer sur ce que l'enfant voit, ce que l'élève peut voir, où au lieu de passer par des démonstrations, on va multiplier les exemples, les applications, et où on va donc avoir un enseignement mathématique en rupture, proposer d'avoir un enseignement mathématique en rupture avec l'exposition euclidienne, par exemple en géométrie, et un enseignement qui favorise l'intuition. Cette réforme de la bifurcation, pour un certain nombre de raisons, ne va pas tenir. Elle va tenir à peine une dizaine d'années. Une des raisons sera la réaction négative des enseignants qui refusent d'abandonner l'admirable édifice qu'est la géométrie euclidienne, qui refusent que l'enseignement secondaire par lequel ils sont passés prenne quelque distance que ce soit avec l'enseignement théorique, formel, abstrait, démonstratif, rigoureux de l'enseignement mathématique. Et donc, la solution va être, d'une certaine façon, de tenir compte de cette exigence qui économiquement est nécessaire, d'élargir les finalités, mais comme on crache un noyau d'olive ou de cerise, de le mettre à côté. Et donc va être créé ce qui s'appelle un enseignement secondaire spécial. Spécial, ça renvoie au caractère de spécialisation professionnelle qui existait dans l'Ancien Régime. Et donc, un enseignement secondaire spécial dont il est clairement annoncé dans la création que ça ne vise pas le même type d'élite, que ça ne vise pas les mêmes professions, les mêmes débouchés professionnels, et que pour ces élèves-là, l'enseignement ne doit pas être le même que dans les lycées, il y a moins d'années d'études, et l'enseignement des mathématiques est lié aux applications. On insiste moins sur les démonstrations, et cet enseignement va avoir un succès très important. Et ce qui est très intéressant quand on voit les programmes, c'est que les programmes sont beaucoup plus avancés dans ce secondaire spécial au niveau des mathématiques qu'au niveau des lycées. Mais il n'est pas enseigné pareil. Mais la somme de mathématiques connues est plus importante. Ce qui est également extrêmement intéressant à dire, c'est l'évolution de ce secondaire spécial. Et on s'insiste sur le 19e parce que les échos avec le 20e, avec aujourd'hui, avec le futur, sont à notre avis intéressants. Ce secondaire spécial, qui vise les couches de la bourgeoisie, qui n'iront pas dans l'ordre primaire, donc les couches supérieures de la bourgeoisie. Ce secondaire spécial, ayant du succès, va vouloir prendre du prestige. Et quel est le prestige social accordé à l'enseignement dans la bourgeoisie? C'est le côté pur, abstrait, théorique, et se détacher des applications. Donc, ce secondaire spécial va avoir une évolution et va, dans un premier temps, avoir des programmes qui vont se détacher des applications. Et dans un second temps, il va avoir ses vraies lettres de noblesse, il va prendre une année de plus, il va avoir un baccalauréat, et il va changer de nom, et enlever ce nom spécial pour avoir le nom moderne. Et à la fin du siècle, on se trouve avec deux types d'enseignement, un secondaire classique dans les lycées dominé par les humanités classiques, mais même plus dominé là, dominé par les humanités, très dominé par les humanités classiques, et à côté un secondaire moderne, mais qui a rompu les amarres par rapport aux applications, ce qui fait que cette élite économique, industrielle et commerciale, en plus au temps de la seconde révolution industrielle de la fin du 19e, n'a toujours pas ce qu'il lui faut. Elle n'a toujours pas un enseignement d'élite lié aux applications.
Je repasse la parole à Renaud Denfert qui va nous faire faire un peu un recul en arrière de 2 décennies. Oui, pas tant que ça, parce que tu viens de parler d'enseignement secondaire spécial. Oui. Alors effectivement, cet enseignement secondaire spécial, au fur et à mesure qu'il va se transformer, comme l'a décrit Hélène, eh bien, il laisse un espace libre. Et cet espace libre, il y a toujours un problème de toute façon qui se passe au cours du 19e siècle, et même au 20e, au début du 20e en tout cas, c'est de fournir un enseignement moyen qui soit... Moyen au niveau des classes d'âge. Oui, moyen comme au niveau des classes d'âge, qui soit tourné vers, disons, l'industrie et le commerce. Donc il y a un moment, c'est les écoles primaires supérieures, même si ce n'est pas exactement les mêmes catégories sociales. Ensuite, donc, on a l'enseignement secondaire spécial, mais on peut voir, éventuellement, on peut observer d'ailleurs des continuités quand on regarde ce qui se passe dans les établissements. Et effectivement, au fur et à mesure que cet enseignement spécial devient moderne, acquiert son baccalauréat, eh bien, l'espace va être occupé par les écoles primaires supérieures, qui vont être les écoles primaires supérieures de la Troisième République. Alors, cette Troisième République, pour l'enseignement des mathématiques, au niveau du primaire, est très importante. Parce que la loi Ferry du 28 mars 1882, celle qui rend l'école laïque et obligatoire, la gratuité date de l'année précédente, eh bien, cette loi Ferry, dans son article 1er, rend toutes les matières facultatives de la loi Fallou de 1850, elle les rend toutes obligatoires. Elle les rend toutes obligatoires et elle en rajoute. Donc en fait, c'est un enseignement complètement encyclopédique et pas du tout, comme on l'entend souvent, réduit au lire, écrire, compter, qu'institue la loi Ferry de 1882. En particulier, alors que jusqu'à présent on enseignait à l'école primaire l'arithmétique, éventuellement la géométrie et ses applications, la loi Ferry met à l'ordre, au nombre des matières de l'école primaire, les sciences mathématiques, physiques et naturelles. Et le mot mathématique, là, apparaît, alors évidemment ça concerne tout l'ordre primaire, mais le mot mathématique apparaît comme pour la première fois dans un texte qui concerne l'école primaire. Alors, derrière ça, il faut voir que ça veut dire que de nouveaux domaines des mathématiques rentrent à l'école primaire. La géométrie en premier lieu. La géométrie devient... Alors, elle n'est pas forcément annoncée comme telle, mais elle devient, on peut dire, une matière de l'école primaire, une matière quasiment légitime, sauf que, comme on va aborder la géométrie plutôt par son aspect pratique, ça va être elle va être essentiellement introduite par le dessin, par l'enseignement du dessin. On va voir aussi des notions d'algèbre pénétrer l'école primaire. Alors pour l'école primaire élémentaire, ça va se situer plutôt au cours supérieur et plutôt dans la première moitié du XXe siècle. Mais on voit aussi apparaître... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tu parles des nouvelles matières. Des nouvelles matières, oui. Cet enseignement mathématique qui se développe à l'école primaire de la Troisième République est un enseignement mathématique qui se veut principalement jouant sur les mêmes ressorts que la leçon de choses, c'est-à-dire l'observation, la manipulation, éventuellement l'expérimentation, et il va se décliner en liant ensemble plusieurs disciplines de l'école primaire qui sont les mathématiques en tant que telles, arithmétique, géométrie, et le dessin et le travail manuel qui est nouvellement institué et qui va faire office d'une certaine façon de travaux pratiques de mathématiques. Et là, on voit se créer des connexions très fortes entre des disciplines dont on pourrait penser qu'elles n'ont rien à voir, et pourtant, elles ont, dans cette période des années 1880, elles ont beaucoup à voir. Si on regarde des manuels de mathématiques du primaire de ces années-là, on voit des frises géométriques en haut des pages, de toutes les pages ou en bas de toutes les pages, des exercices de travail manuel dans les livres de mathématiques, etc. etc. Les instructions de 1923 vont introduire vont renforcer cette dimension
active de l'enseignement des mathématiques à l'école primaire en recommandant de superposer à l'observation, de superposer l'action et de faire que les élèves soient des élèves actifs en mathématiques et de façon plus générale dans les matières qu'ils apprennent. Et je repasse, je pense, la parole à Hélène. Alors, le temps fort, un temps fort de la Troisième République pour le primaire, c'est les lois Jules Ferry, c'est le moment Ferry. Un temps fort de la Troisième République pour l'ordre secondaire, c'est le début du XXe siècle, avec une réforme du lycée en 1902-1905, qui d'un point de vue institutionnel va être importante puisqu'elle crée un premier cycle, 6e, 3e, et un second cycle, seconde terminale. Pourquoi elle crée ces cycles? Là, il y a une réflexion qui bouge sur la finalité du lycée. Et quand le ministre va devant la Chambre pour défendre sa réforme, il explique que dans un pays comme la France, un pays, une puissance économique importante, une puissance coloniale importante, une puissance industrielle importante, le lycée ne peut plus former que les élites savantes, ne peut plus former seulement les élites savantes. Et donc, il doit former les élites économiques et industrielles, il doit former les officiers de l'armée du travail. Et donc, il ne doit pas former que des gens d'esprit, il doit aussi former des gens pour l'action. Et l'ambition est donc de capter une partie de la bourgeoisie qui se laisse tenter par les écoles primaires supérieures, qui ont un succès extrêmement important avec la Troisième République. Et c'est pour ça qu'on fait un premier cycle et un second cycle, avec l'idée que les enfants pourraient partir à l'issue du premier cycle. Il n'y a pas cet effet-là. Le lycée va rester campé sur son élite étroite. Il n'y a pas cet effet-là. Un autre discours sur la réforme de 1902 va être de porter les mathématiques et les sciences comme discipline de culture et de développer, ça va être les paroles de Louis Liard, qui est vice-recteur de l'Académie de Paris à ce moment-là, de développer des humanités scientifiques. Non pas pour concurrencer, surtout pas, pour compléter les humanités classiques. Et donc, on donne aux mathématiques une portée de formation et une portée culturelle. Mais quelle est la part spécifique des sciences dont font partie les mathématiques dans cette formation culturelle de l'élite? Elle est de contrebalancer ou de compléter, là encore, les humanités, elles forment le cœur, elles forment l'âme. Les sciences, elles vont former l'esprit en développant le caractère expérimental, le caractère d'observation, le caractère de faire attention à la réalité. Et les mathématiciens qui vont participer à la définition des contenus mathématiques, Henri Poincaré, Émile Borel, Jacques Hadamard, et un certain nombre d'autres, disent par exemple pour ce qui est d'Émile Borel, l'enjeu de la réforme est d'introduire plus de vie et de sens du réel dans notre enseignement mathématique. Que les élèves se rendent compte par eux-mêmes que les mathématiques ne sont pas une pure abstraction. Jacques Hadamard dira que les élèves se rendent compte que les mathématiques sont une discipline physique. Et ce ne sont pas des conceptions seulement pédagogiques qui sont affirmées là, c'est les conceptions épistémologiques des mathématiciens de ce temps sur leur discipline. C'est une discipline liée aux sciences physiques, et c'est ce caractère qui leur donne leur part dans la formation des jeunes. Troisième dimension de cette réforme de 1902,
une rénovation pédagogique de fond en comble, essentiellement du premier cycle. Et une rénovation pédagogique d'autant plus intéressante que le mouvement de fond vient du primaire. Il vient du primaire avec la volonté de faire dans un premier cycle un enseignement mathématique concret. Mais ce n'est plus le concret du début du XIXe siècle, qui est un concret dirigé vers une finalité professionnelle utilitaire, c'est le concret pédagogique que les réformateurs de la Troisième République ont développé. Et donc, l'enseignement de la géométrie, ça ne doit plus être l'édifice euclidien, magnifique édifice à ranger dans les greniers, ça doit être un enseignement concret, ouvert à la vie, inductif et non déductif du premier cycle. Question laissée un peu floue, c'est comment on passe de l'inductif du premier cycle au déductif du second cycle, parce qu'au second cycle, les mathématiques doivent être déductives. Donc, voilà les caractéristiques de cet enseignement, de cette réforme, qui va soulever, cette réforme va soulever des protestations extraordinaires. Il va y avoir un débat dans la presse extraordinaire, parce que j'oubliais, il y a une voie dès la 6e sans latin. Le lycée n'est plus le lycée classique. Il y a une voie en 6e qui est présentée dans la réforme comme étant à égalité de prestige, dans la réalité c'est autre chose, qui est la voie moderne, la voie A. Il y a la voie B, il y a la voie A qui est la voie classique, la voie B qui est la voie moderne. Donc, il sort du lycée des élèves qui n'auront pas fait de latin. Et ça, ce n'est pas tolérable et ce n'est pas toléré par une partie de la bourgeoisie extrêmement puissante. Et ça va être d'autant moins tolérable et d'autant moins toléré après la guerre de 14-18. La réforme de 1902 était déjà accusée avant la guerre d'être une réforme inspirée de l'enseignement en Allemagne, les Realschule, un enseignement par le réel. Après la guerre de 14, où il y a eu une promotion et une inflation où les mathématiciens ont pris leur part, de discours en opposant l'esprit allemand, l'esprit français, les mathématiques allemandes, les mathématiques françaises, l'esprit de finesse, le nôtre, et l'esprit de géométrie, c'est pas un compliment, c'est-à-dire le réducteur de l'Allemagne. Donc, la réforme de 1902 ne va pas tenir. Au niveau premier cycle, second cycle, oui. Au niveau des programmes, non. Au niveau de la voie A et de la voie B, il y a une loi qui est votée mais qui ne dure qu'un an parce que la majorité à la Chambre va changer pour remettre le latin. Ils y tiennent à leur secondaire élitiste marqué par le latin. Et donc on a une réorganisation, une réforme qui s'appelle la réforme de l'égalité scientifique. On constate qu'il y a des élèves qui font plus de sciences que d'autres. Bah oui, ceux des voies modernes. On égalise par le bas pour que tout le monde fasse autant de sciences. Donc il y a moins de mathématiques. Il y a moins de sciences physiques aussi. La science physique avait gagné le premier cycle, elle n'y est plus. Mais les physiciens ne protestent pas. L'Union des physiciens ne proteste pas. Parce qu'ils ont une image de leur discipline qui est qu'elle ne peut pas s'enseigner sans se dégrader au premier cycle. Les mathématiciens et l'Union des professeurs de mathématiques, c'est plus ambigu. Elle est très préoccupée, dès avant la guerre et dans l'entre-deux-guerres, par le fait que, même s'il y a une démarche inductive qui doit être prônée pour les premières années, l'essentiel des mathématiques, leur caractère formateur, c'est la démarche déductive et la rigueur. Et cette dimension culturelle, à nouveau, présentée comme une dimension culturelle, les réalités, le sens de la vie, c'est
pas l'affaire de l'association des professeurs de mathématiques. Et cette réalité culturelle va être l'ambition qui va dominer toute l'entre-deux-guerres et qui, à nouveau, va marquer l'enseignement des mathématiques, qui doit être un enseignement de culture au sens le plus noble dont il peut être noble, avec les guillemets que vous voulez, dont il peut être promu jusqu'à l'entre-deux-guerres. Et là, on va arriver, mais je ne sais pas depuis combien de temps on parle, trop probablement, on va arriver au moment... On avait dit une heure. Et là, on a encore un quart d'heure. Ça va. Hein, ça va. Ça ira. On fera avec. Et là, on arrive, on bascule dans l'après-guerre, on vous passe les détails, on bascule dans l'après-guerre et on va arriver à ce moment où cette école par ordre disparaît et est remplacée par une école par degré. Mais on pourra peut-être plus répondre aux questions aussi. Et c'est un moment extrêmement intéressant parce que la question de la culture commune est au cœur de ça. Quelle formation mathématique on va faire pour toute une classe d'âge, à la fois au premier degré, et puis ensuite dans les premières années du second degré. Alors, institutionnellement, en 1959, vous avez la réforme Berthoin, qui va instaurer cette école par degré. Mais au moment de la réforme Berthoin, les premières années du second degré mènent encore à des enseignements, à des voies diversifiées à l'issue de la cinquième, et pas dans des établissements uniques. Que tous les enfants aillent dans une même école, et qu'ensuite tous les enfants, modulo tous ceux qui en sont exclus, aillent dans un même collège, ça fait quand même plus de 20% qu'on sont exclus, aillent dans un même collège, ça c'est la réforme Abi 1975. Donc nous, on va se situer là, dans ce passage-là, où se pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour tous les enfants qui vont donc avoir un même programme au primaire, et tous les enfants qui vont poursuivre une même scolarité pendant au moins un certain temps, et ou qui tous vont avoir une scolarité prolongée au-delà de l'élémentaire. Jusqu'à la troisième, en fait. Jusqu'à la troisième. Et alors là, et on va être, enfin moi en tout cas je vais être caricaturale vu le temps, et puis on précisera avec vos questions. Le cas des mathématiques est extrêmement intéressant, parce que ça va percuter plusieurs choses. Ça va percuter une volonté démocratique affirmée, mais éthérée, je dirais, de l'association des professeurs de mathématiques et des réformateurs. C'est-à-dire, les réformateurs, l'association des professeurs de mathématiques, veut un enseignement pour tous. Et veut, c'est son mot d'ordre, un enseignement pour tous de la maternelle à l'université. Des mathématiques pour tous de la maternelle à l'université. Mais qui est ce pour tous? La réflexion n'est jamais ancrée dans des réalités sociales. L'enfant est un enfant qui apprend. Voilà. Et on verra que ça a un impact. Deuxièmement, les réformateurs à l'APM ont une ambition culturelle, pédagogique de réforme extrêmement importante. L'enfant, c'est Renaud y reviendra, doit être acteur de son propre développement, et vous avez l'idée d'une pédagogie de la découverte. L'enfant doit apprendre les mathématiques comme un chercheur fait des mathématiques. Tous les enfants. Et puis, vous avez tous ces réformateurs qui ont une conception de leur discipline totalement différente de celle qu'avaient les mathématiciens réformateurs du début du siècle. Pour le début du siècle, je rappelle, les mathématiques sont une discipline physique, et c'est ça la modernité mathématique. Dans les années 50-60, la modernité mathématique, c'est avoir
penser les mathématiques comme un réservoir de forme abstraite, un réservoir de structure formelle, et les mathématiques ont un développement autonome, donc coupé, enfin un développement qui n'est pas lié au développement des autres disciplines, mais c'est cette abstraction, ce formalisme, cette autonomie qui en fait une miraculeuse applicabilité bien plus forte que celle qui pouvait être prônée au début du XXe siècle, puisqu'elle s'applique à tout. Bien entendu à la compagne de toujours que sont la physique, mais aux sciences humaines, aux sciences sociales, à tout. Et cette convergence de tout cela va amener les positions défendues au moment de la réforme des mathématiques modernes. C'est-à-dire des positions absolument démocratiques, dont les résultats vont être absolument catastrophiques et socialement pénalisants, et une réforme des mathématiques qui va être critiquée par les physiciens, critiquée par les autres scientifiques comme les excluants, alors que l'ambition initiale était, justement par ce côté formel et abstrait, d'être encore plus applicable. Donc, il va y avoir, les mathématiciens vont obtenir une commission pour penser une réforme, la commission Lichner-Rovitz, et cette commission va commencer à penser les programmes pour tous, vraiment pour tous. On a les débats de la commission, et par exemple, un des réformateurs, on leur pose la question, mais on va réformer les mathématiques aussi dans les CAP, les BEP, les réponses du réformateur. Pourquoi on donnerait des mathématiques de seconde zone à ces enfants qui sont peut-être moins intelligents? Il faut essayer de penser la réforme pour eux aussi. Donc, il y a cette volonté de réforme qui est pensée totalement abstraite, totalement formaliste, en accord avec ce que sont les mathématiques dites modernes, et surtout, et c'est le dernier élément que je prendrai avant de passer la parole à Renaud d'Enfer, faite par qui? Qui est membre de cette commission Lichner-Rovitz? Des purs produits de l'ordre secondaire, qui ne connaissent pas l'ordre primaire, et qui ont, la PM c'est pareil, et qui ont cette générosité de vouloir offrir à tous ce qui est le meilleur. Et quand je vous disais tout à l'heure dans l'introduction que ce n'était pas pensé, le meilleur, c'est ce qu'on offre à l'élite. Donc le meilleur, ce sont les conceptions, les mathématiques, la façon de les penser, pour l'élite, que ce soit l'élite qui fera des mathématiques plus tard, que ce soit l'élite sociale. Et donc, cette tranche d'âge, dont je parle moi pour l'instant, qui est l'âge des 12-15 ans, qui emploie mais extraordinairement majoritairement issu de l'ordre primaire, après la guerre, 15%, l'ordre secondaire. Donc, cette tranche d'âge, en poids, les élèves ont pour expérience l'ordre primaire, les enseignants ont pour expérience l'ordre primaire. Et quelle est l'expérience de l'ordre primaire? C'est une culture primaire, ce qui n'a rien de dévalorisant, au contraire, mais qui est une culture de mathématiques. Les enseignants sont bivalents. Donc les mathématiques sont toujours liées à autre chose, à la physique, aux sciences naturelles. Donc un enseignant de mathématiques n'est pas un enseignant que de mathématiques. La conception de sa discipline est liée à celle qui existe dans les cours complémentaires, qui est là où se développe l'ordre primaire, et qui est un contenu extrêmement ambitieux, mais où les maths sont main dans la main avec la physique, avec les applications. Et donc,
tout à fait orthogonal aux conceptions de la réforme des mathématiques modernes. Et voilà, ça provoque des difficultés dont on pourra parler, mais je pense que dans la perspective qui est la vôtre, ce qui est intéressant, c'est que cette question de la culture commune n'est pas posée. Il est évident que ce qu'on offre, ce qui est démocratique, c'est d'offrir à tous le meilleur, et il est absolument pas discuté que le meilleur ne soit pas ce qui est la façon de penser de l'élite. Et donc, le réservoir d'expérience, de culture, de contenu de l'ordre primaire est passé à la trappe. Bien. Alors, effectivement, il y a un autre problème qui se pose avec ce mouvement de démocratisation qui s'opère dans les années 1960, à l'issue de la réforme Berthoin, c'est la définition des savoirs de l'école primaire. Car à partir de la réforme Berthoin, l'objectif c'est que tous les élèves rentrent en 6e. Et donc, alors que jusqu'à présent, il y avait des élèves qui passaient leur certificat d'études, qui étaient dans la classe de fin d'études jusqu'à 14 ans, qui passaient leur certificat d'études, et qui après rentraient dans la vie active ou dans éventuellement des formations techniques. Donc, la question qui se pose, c'est comment on va ajuster l'enseignement qui est dispensé à l'école primaire élémentaire avec le fait que tous ces élèves de l'école primaire élémentaire vont aller, ou doivent aller à court terme, dans le second degré dont vient de parler Hélène. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on observe en fait un mouvement de balancier entre l'avant 1960 et l'après 1960 par rapport à la question des savoirs de l'école primaire en vue de la démocratisation. Avant les années 60, l'école primaire doit se centrer sur les fondamentaux. C'est-à-dire, pour que le discours est le suivant, pour que les élèves puissent réussir à l'école dans le second degré, il faut, je cite une circulaire, établir les fondations solides et durables de tous les édifices scolaires en se centrant sur les fondamentaux. Et une autre instruction nous dit qu'il faut donner toute sa simplicité et son efficacité ancienne en ce qui concerne l'acquisition des mécanismes fondamentaux. Donc il y a vraiment une centration sur l'acquisition des mécanismes fondamentaux qui joue bien évidemment sur l'apprentissage des mathématiques et, comme on dit à l'époque, du calcul. En fait, cette position devient très critiquée au sein même de l'institution primaire, en particulier par les inspecteurs primaires dans les années 50, parce que on trouve que finalement l'enseignement primaire, de toute façon, on est toujours dans les programmes de 1945, est trop axé sur les nécessités de la vie. Il faut le débarrasser de tout ça. Et puis de toute façon, avec ce qu'on apprend à l'école primaire, eh bien, ça ne prépare en rien les élèves à faire des mathématiques. C'est-à-dire à s'engager dans l'abstraction qui les attend dans l'enseignement du second degré. Et le mouvement de réforme de l'enseignement des mathématiques à l'école primaire va s'appuyer sur cette forte critique, en fait, des programmes de 1945, y compris par les inspections générales d'ailleurs, qui veulent faire de cet enseignement une véritable initiation aux mathématiques. Non plus apprendre le calcul pour pouvoir se débrouiller dans la vie, finalement, mais faire que l'école primaire devienne une initiation aux mathématiques qui attendent les élèves. Parce que les élèves du primaire, ils ne sont plus destinés à entrer dans la vie. Ils sont destinés à entrer au collège. Et donc, ça change complètement la perspective de l'enseignement. Alors, cette nouvelle vision, eh bien, évidemment, va se développer dans le cadre de la réforme des mathématiques modernes, dont a parlé Hélène, qui va se décliner non seulement pour le second degré, de la 6e à la terminale, mais va se décliner aussi, selon les vœux de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, va se décliner aussi à l'école élémentaire. L'Association des professeurs de mathématiques a été très active pour définir
bien qu'elle soit très peu fréquentée par des instituteurs à cette époque-là. Et les membres du primaire sont complètement minoritaires dans cette association qui est essentiellement une association d'agrégés à cette époque-là, mais en même temps très puissante, et en tout cas dirigée par des agrégés. Il y a néanmoins une réflexion qui est menée au sein de l'Association des professeurs de mathématiques, mais aussi au sein de l'Institut pédagogique national, qui est l'ancêtre de l'INRP, qui est lui-même l'ancêtre de l'Institut français de l'éducation. Et donc, pour faire en sorte que, je cite, assurer aux élèves, je cite, une approche correcte et une compréhension réelle des notions mathématiques liées aux techniques mathématiques. Donc il s'agit moins d'apprendre les techniques mathématiques pour elles-mêmes que d'apprendre les mathématiques qui sont derrière les techniques mathématiques. Alors cette vision-là va se développer donc, dans les programmes de 1970 et va ensuite connaître une remise en cause qui correspond à peu près à la même période dont celle que tu as parlé. En fait, la grande remise en cause des mathématiques modernes se fait sur les programmes de 4e et de 3e, qui soulèvent des tempêtes dans la médiatique assez considérables et a de fortes répercussions sur tous les autres niveaux finalement. C'est-à-dire que c'est aussi haro sur les mathématiques modernes à tous les niveaux et je pense que cette tempête médiatique a largement contribué à faire aussi changer les choses aux autres niveaux. Cette décroissance des mathématiques modernes à l'école élémentaire va commencer en fait très timidement sous René Haby, qui est assez hostile aux mathématiques modernes, mais en même temps, quand on regarde les programmes de 77-80, ne change finalement pas grand-chose. On enlève les mots qui fâchent, mais finalement, ça reste un programme très moderne, et c'est essentiellement sous Jean-Pierre Chevènement qu'on va revenir à une vision beaucoup plus classique de l'enseignement des mathématiques, c'est-à-dire, mais Jean-Pierre Chevènement avait aussi pour ambition de renouer avec l'école de la Troisième République, et d'une école dont la première mission était d'instruire, et c'est à ce moment-là qu'on voit beaucoup que les mathématiques, disons, disparaissent des programmes de l'école primaire. Mais on voit en même temps, si on veut prolonger jusqu'à aujourd'hui, on voit un mouvement de balancier tout à fait intéressant selon les programmes, parce qu'ils s'enchaînent assez rapidement à partir de cette époque-là, finalement qui pose la question de savoir quelle est la finalité des programmes de l'école élémentaire. Est-ce que c'est apprendre les fondamentaux pour pouvoir suivre correctement au collège, ou est-ce que c'est permettre aux élèves de faire réellement des mathématiques à ce niveau-là? Et on le trouve d'ailleurs, pour cette discussion, on la trouve aussi pour d'autres disciplines. Pour le français, on pourrait retrouver exactement le même genre de discussion. Voilà. Oui.